Ce panel a été décidé par notre commission suite aux douloureux événements que vous avez certainement tous suivis l'hiver dernier. Donc, en ma qualité de président du comité sur la prévention de la torture en Afrique, et avec ma collègue Maya, rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants, et avec d'autres membres du comité, donc nous avons discuté de l'organisation de ce panel. Vous savez tous que la migration est un défi qui, depuis quelques années, est une thématique qui occupe beaucoup les gouvernements, aussi bien de la rive sud de la Méditerranée, je veux dire les États africains, que la rive nord, les pays européens. Les causes de la migration sont connues par tous. Il y a des facteurs économiques, des facteurs environnementaux, démographiques ou de violence et de conflits. Et malheureusement, les migrants africains qui voyagent de manière irrégulière courent des risques de torture et d'autres peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants durant tout leur voyage, ainsi que dans les pays de transit où ils peuvent être arrêtés et torturés. Alors, ceci a été notamment mis en exergue en décembre dernier par le film de la CNN que nous avons tous vu. Et ce qui fait plus mal, c'est ce qui nous a touché à la Commission, c'est que ces migrants ne peuvent pas accéder à la justice ni avoir droit à des réparations. Les corridors de la migration, ce que nous appelons les routes d'Afrique centrale, ont été, si vous voulez, axés sur la Libye ces dernières années, mais aux dernières statistiques de 2018, les routes reviennent beaucoup plus à l'ouest et certains départs partent même des côtes de ce beau pays où nous sommes actuellement. Avant de vous présenter mes amis panélistes, je voudrais souligner une torture morale et de laquelle on ne parle presque pas. Parce que le migrant, quand il est amené à faire cette migration, il est souvent sous-tendu par des phénomènes civilisationnels, des phénomènes de société qui le poussent à immigrer. Et dans le cas où le migrant n'arrive pas à réussir sa migration, n'arrive pas à toucher la rive nord et qu'il est obligé de rentrer chez lui, il subit une torture morale très forte et qui pousse certains d'entre eux même au suicide. Donc, nous avons beaucoup de présentations durant ce panel. Nous n'avons qu'une heure. Donc, alors, nous avons ma sœur, la commissaire Maya Sahli, qui est rapporteure spéciale, comme je l'ai dit, sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants et les personnes déplacées, qui va nous entretenir pendant 7 minutes de la situation générale des migrants en Afrique. Alors, je vous présenterai les panélistes au fur et à mesure. Maya. Merci, commissaire Hatem, de me donner la parole. Et au vu notamment de l'intitulé de ce panel qui prend en considération la situation des migrants telle qu'exposée, on avait dit, à la torture et à d'autres traitements inhumains en Afrique, je vais tout simplement évoquer, je dirais, quelques cas, notamment la situation des migrants en Afrique et également l'absence de protection des droits des migrants dans ce processus migratoire. Alors, je dirais tout d'abord que la question de la protection des droits des migrants est devenue un sujet de préoccupation, comme vient de l'évoquer le commissaire Hatem, de débat, tant au niveau international, régional et national. Au niveau du continent africain, la protection des droits des migrants suscite une préoccupation à cause de l'intensification des flux migratoires que l'on appelle très souvent les flux migratoires mixtes. Je voudrais également, avant de continuer, dire que lorsque nous allons parler ici des migrants, nous allons évoquer le migrant dans son acception étroite. C'est-à-dire que nous n'évoquerons pas la situation d'autres mobilités telles que le demandeur d'asile, le réfugié ou encore le déplacé interne. Encore que le demandeur d'asile peut parfois devenir un migrant également.
même si toutes ces personnes sont dans un processus migratoire. Donc je disais qu'aujourd'hui, force est de constater que l'Afrique joue un rôle fondamental dans les dynamiques migratoires contemporaines et les États africains sont à la fois des zones de départ, des zones de transit et des zones d'accueil des migrants. Cette forte mobilité d'ailleurs de la population dans l'espace régional a donné lieu à de nombreuses violations des droits de l'homme à l'endroit des migrants de la part des États partis à la Charte africaine, c'est-à-dire qu'on a assisté à des interpellations, à des refoulements, des expulsions, des mauvais traitements. Et face à ces multiples atteintes aux droits de l'homme et des peuples, tels qu'on l'évoque dans la Charte africaine, qui est la gardienne de la protection des droits de l'homme, nous sommes en droit de nous interroger sur la question migratoire et également ce que j'appellerais l'absence de protection des droits des migrants. Je vais également évoquer le fait qu'à l'échelle internationale, à l'heure actuelle, cette préoccupation aujourd'hui reste celle de la protection des droits des migrants. Et je cite ici un auteur qui dit « Ces êtres humains qui ont toujours existé, qui ont toujours eu des difficultés et qui aujourd'hui voient leur situation s'aggraver dans de nombreuses régions du monde. » En effet, cette crise migratoire, tout d'abord vers l'Europe, fortement médiatisée, suscite une préoccupation majeure en raison de l'intensification de ces flux migratoires mixtes et son corollaire de drames, de tragédies humaines qu'elle engendre. En témoignent bien sûr les nombreuses pertes en vie humaine dans le bassin méditerranéen. Il faut dire également qu'au niveau africain, cette déshérence humaine côtoie, voire se combine également à de nouvelles formes de migration forcée, d'esclavage, comme la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, livrés au trafic d'êtres humains, de passeurs. Ainsi, dans le contexte africain, le migrant est au cœur d'une insécurité persistante et en proie à des actes qui bafouent quotidiennement sa dignité. Contrairement à ce qu'on pourrait également laisser croire lorsqu'on évoque un petit peu le tableau de la migration au sein du continent africain, l'Europe n'est pas la destination privilégiée des Africains. Il existe un mouvement migratoire interne qui reste, de par notamment l'amplitude de ces mouvements, le plus important. D'après un rapport de l'Union africaine, il est dit que, malgré l'accent international sur les flux migratoires, je cite, vers l'Europe, plus de 80% des migrations africaines ont lieu en Afrique et sont à la fois intra-régionales, c'est-à-dire principalement dans les régions de l'Afrique de l'Ouest, à l'intérieur donc de cette région, de la région de l'Afrique de l'Est, à l'intérieur également de la région de l'Afrique australe, et également interrégionaux, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est vers la Corne de l'Afrique, vers l'Afrique australe, et de l'Afrique centrale vers l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest, sans oublier bien sûr également les mouvements migratoires qui remontent de plus en plus de l'Afrique subsaharienne vers l'Afrique du Nord. De ce fait, deux réalités méritent d'être soulignées. Tout d'abord, les Africains migrent peu en dehors de leur continent, et l'Europe demeure la principale destination hors Afrique. Depuis plusieurs décennies, les migrants du continent africain sont victimes de graves violations des droits de l'homme. Partout en Afrique, les migrants sont victimes d'actes de xénophobie, de violence et de multiples abus qui s'inscrivent dans des contextes socio-économiques et politiques. Malheureusement, le constat est sans appel. De graves violations, violences et agressions sont quotidiennement commises à l'encontre, et là je généralise, des réfugiés, de demandeurs d'asile, de migrants dans plusieurs régions d'Afrique. Et cette situation a interpellé la Commission africaine à plusieurs reprises, et celle-ci a agi avec détermination, tout d'abord en adoptant un certain nombre de résolutions, soit des résolutions pays, des résolutions thématiques, pour dénoncer ces violations graves à l'endroit des migrants. Au regard des défis qui sont posés par la migration et ses ramifications, lorsqu'on aborde la question de la protection des droits des migrants dans le contexte africain, on revient à s'interroger sur les alternatives, tout d'abord, à la détention. Beaucoup de migrants font l'objet de détention lorsqu'ils arrivent dans des pays d'accueil ou dans des pays de transit. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait remplacer la détention, puisque la détention elle-même est une forme de torture.
On s'interroge également sur ce que pourraient être les alternatives à la détention. Et pour ce faire, il faudrait peut-être se poser la question de savoir ce que font les États pour protéger des migrants qui, malheureusement, sont accueillis par des autorités qui, très souvent, ne reconnaissent pas tout d'abord la différence entre un demandeur d'asile, un réfugié et un migrant. Et de ce fait, dans ce cadre-là, les trois catégories peuvent souffrir justement du manque de protection, même si le réfugié est soumis à une protection internationale. La notion de migrant en Afrique a suscité de nombreuses études et a donné lieu à de nombreux développements. Pour ce faire, nous savons très bien qu'à l'heure actuelle, la question de la migration a été prise en charge par l'Union africaine dans un volet qui dépasse un petit peu le cadre même de la violation des droits de l'homme, mais plutôt dans le volet qui associe cette dualité entre la migration et le développement. Ce qui est important, c'est de mettre également en exergue la difficulté pour les États qui accueillent des migrants, soit en tant qu'État d'accueil, État de transit ou également État de départ, c'est de pouvoir assurer un équilibre entre ce que j'appellerais la dimension sécuritaire et la dimension humanitaire. C'est cet équilibre qui est recherché à travers l'action de la Commission africaine, à travers également l'action d'un certain nombre d'organisations de la société civile, c'est-à-dire c'est pas au mépris notamment de la dimension humanitaire que l'on donne beaucoup plus une acception à la dimension sécuritaire parce qu'on considère parfois d'ailleurs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que beaucoup de migrants peuvent effectivement porter atteinte à l'ordre public d'un État. Sans plus tarder, Monsieur le Commissaire, je voudrais également dire, à travers cette petite communication sur un état des lieux, que de nombreux défis attendent également la Commission africaine. La Commission africaine a eu à se prononcer dans de nombreux cas de jurisprudence sur les violations subies par des réfugiés ou alors par des migrants. Tout d'abord, en mettant en exergue le fait qu'un certain nombre d'États, dans certaines communications, ont porté atteinte tout d'abord au droit à la vie, ont porté atteinte également au droit à la dignité humaine, ont également porté atteinte à ce que j'appellerais l'intégrité, le respect de l'intégrité humaine, et c'est ce qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de notre panel, puisque nous allons parler justement de la torture au sens large à l'endroit des migrants. Je reviendrai peut-être par la suite, j'ai encore tout un ensemble d'idées, mais au cours du débat, je pense que nous pourrons partager d'autres éléments concernant la protection des migrants dans le contexte africain. Je vous remercie. Merci, Madame Maya. J'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Monsieur le Président, Monsieur le juge Malick Sow, qui est membre doyen du CPTA, qui va élaborer sur la situation des migrants en détention et les risques de torture et de mauvais traitements en tant que personnes vulnérables, surtout au vu des dispositions pertinentes des lignes directrices de Robben Island. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la migration est aujourd'hui un vaste phénomène mondial qui n'épargne aucun pays, qu'il soit de départ, de transit ou de destination. C'est la raison pour laquelle il est important et il est urgent d'explorer des solutions fondées sur les droits de l'homme pour atténuer les souffrances de toutes sortes dont sont victimes les migrants candidats à ce dangereux et périlleux voyage. Et c'est sans nul doute l'un des objectifs du présent panel auquel le CPTA apporte par ma modeste voix sa modeste contribution. Le thème sur les migrants face à la torture touche plusieurs aspects et plusieurs acteurs, publics comme privés, comme on vient de l'entendre, mais son aspect relatif à la détention est d'une importance et d'une gravité telle que j'ai choisi d'axer mon intervention sur ce point précis.
Sous ce rapport, les migrants face à la torture, je me limiterai à indiquer les mesures susceptibles d'éviter que les demandeurs d'asile et les migrants en situation irrégulière détenus ne soient soumis à la torture et au mauvais traitement, eu égard en particulier à leur vulnérabilité. Ces droits sont certes garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par d'autres instruments juridiques internationaux pertinents, mais aussi et surtout par les lignes directrices et mesures d'interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique, dites lignes directrices de Robert Island, adoptées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lors de sa 32e session tenue à Banjul du 17 au 23 octobre 2002. Il doit être entendu que le fait qu'un migrant qui franchit la frontière d'un pays de manière clandestine ou sans la documentation appropriée, ou qui est resté sur le territoire d'un État après l'expiration de son permis de séjour et étant à ce titre susceptible d'être expulsé, n'est pas en soi contraire aux instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme que je viens de citer. Il faut donc qu'on s'achemine vers l'élimination progressive des détentions pour motif d'immigration sur la base de l'argument selon lequel les migrants en situation irrégulière n'ont commis aucun crime et la dépénalisation de la migration irrégulière dépasse largement les intérêts légitimes des États dans la protection de leur territoire et dans la réglementation des flux de la migration irrégulière. Aussi, avant d'envisager la rétention administrative d'un migrant, et pour éviter tout risque de torture et de mauvais traitement, le principe de proportionnalité impose de n'y avoir recours qu'en dernier ressort, et l'alternative doit s'orienter dans ce cas vers des mesures de substitution de la détention, comme disait Madame le commissaire tout à l'heure. Celles-ci peuvent revêtir plusieurs formes, comme par exemple de se présenter périodiquement devant une autorité, d'avoir une liberté sous caution, d'être placé dans un centre ouvert ou être placé sous la garantie d'une personne qui est digne d'intérêt. Cette liste n'est qu'indicative et de telles mesures sont appliquées avec succès dans plusieurs pays. Par contre, dans d'autres pays, ils sont mis systématiquement en détention dans des conditions extrêmement dramatiques. Mais si la détention est envisagée, puisqu'il faut l'envisager en dernier ressort, si la détention est envisagée, des limites légales strictes doivent être observées et des garanties judiciaires prévues. J'en relève 7 pour aller très vite. Premièrement, les raisons invoquées par certains États pour justifier le placement en détention, telles que la nécessité d'identifier le migrant, le risque de fuite, l'objectif de faciliter son expulsion, tout ça doit être clairement défini, énuméré et réglementé de manière exhaustive dans la législation de chaque État, comme cela est prévu au paragraphe 20 de l'article 20 des lignes directrices de Robert Island. Deuxièmement, les personnes vulnérables
ne doivent pas faire l'objet de détention, en particulier les mineurs. Troisièmement, tout détenu doit être informé des raisons de sa détention et de ses droits, y compris le droit de contester la légalité de sa détention dans la langue qu'il comprend. Et il a le droit aussi d'avoir accès à un avocat, et ces garanties sont prévues également par l'article 20 des lignes directrices de Robert Island. Quatrièmement, toute détention doit être ordonnée ou approuvée par un juge et doit faire l'objet d'un examen judiciaire régulier pour chaque cas relativement à sa légalité et à son caractère raisonnable, conformément aux dispositions toujours de l'article 20 des lignes directrices de Robert Island. Cinquièmement, une autre garantie est constituée par le fait que la loi doit fixer une durée maximale de la détention. À la fin de cette période, la personne doit être immédiatement mise en liberté, puisque la détention ne peut constituer un moyen de dissuasion, conformément toujours à l'article 20 des lignes directrices. Il existe en effet des situations dans lesquelles une décision d'expulsion ne peut être exécutée que parce que la représentation consulaire du pays d'origine du migrant ne coopère pas, ou parce qu'il n'y a pas de moyen de transport disponible vers le pays d'origine. Un autre exemple de limitation légale en la matière est le principe du non-refoulement. Dans de tels cas, lorsque l'obstacle empêchant d'expulser le migrant détenu ne relève pas de sa responsabilité, il doit être remis en liberté pour éviter une détention d'une durée illimitée qui revêtirait un caractère arbitraire. De la même manière, s'il doit être expulsé, le principe du non-refoulement doit s'appliquer, et c'est l'article 15 des lignes directrices de Robert Island qui interdit dans un tel cas l'expulsion ou l'extradition vers un État où il existe un risque sérieux de soumission à la torture. Sixièmement, les réfugiés, on l'a dit tout à l'heure, reconnus comme tels, ne doivent en aucune manière faire l'objet de détention. Septièmement, enfin, les conditions de détention inacceptables dans des structures surpeuplées sont nuisibles à la santé, y compris mentale des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés, et augmentent le risque de tout un éventail d'autres violations des droits de l'homme. Les articles 21, 23, 24, 26 et 31 des lignes directrices prévoient également de telles garanties. Mesdames, Messieurs, voilà un peu résumé les normes sur les lignes directrices qui peuvent permettre d'éviter la torture et les mauvais traitements au cours de la détention des migrants en situation irrégulière. Il nous appartient de continuer tous ensemble la sensibilisation, le plaidoyer, la formation et les propositions pour faire avancer le débat. On l'a dit tout à l'heure depuis ce matin, les États sont les principaux débiteurs en matière de respect des droits de l'homme, et à ce titre-là, ils sont interpellés au premier chef et doivent mettre en œuvre toutes ces dispositions qui sont les leurs. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole au Dr Akinaldo Mondlane, qui est membre de l'International Detention Coalition, qui va parler des approches alternatives à la détention pour prévenir la torture et les mauvais traitements des migrants. Vous avez 7 minutes, monsieur. Thank you. Madam Chair, Commissioner SM, Honorable Commissioners, Government Representatives, Institute from members of Human Rights Institute, civil society organizations. As Honorable Commissioner has said, my name is Akinaldo Mondlane, and I'm speaking today in my capacity as a member of the International Detention Coalition. The IDC is a network of non-governmental and civil society organizations that
work to advocate, they research, and they provide direct services to migrants and refugees and asylum seekers affected by migration detention. In Africa, Middle East, the network has more or less 100 organizations that comprise the membership. Throughout my speech, I'll be using the term migrants also to include those groups that are forced by migration, such as asylum seekers and refugees. So please do not feel that I'm leaving them aside as I continue throughout the speech. The African continent, and particularly the northwest of Africa, has in many cases been criticized for breaches of human rights and of immigrants traveling across international borders, and particularly for arbitrary arrest, detention, and ill treatment, even of those who carry with them papers and should have been allowed to have access to the countries where they travel to. We understand that this kind of criticism has, to some extent, created sensitivities that we debate this topic for many states, but we are happy to report on a number of encouraging good practices that we have identified where African policymakers are turning to alternative migration management solutions. These solutions are more effective, they are cost-effective, they are more human, and they benefit the host communities. I'll be speaking to some of this as I continue with my presentation. So why should we speak and put emphasis on this alternative to immigration detention? I think some of the reasons have been highlighted by the previous panelists who have spoken before me. And it's important to highlight at this point that migrants who are held in prison, whether in formal places of detention or places where they're held in an ad hoc manner, are the ones who are more likely to be overlooked and subject to torture or ill treatment than those who are able to live in alternative arrangements in communities, able to access services, approach law enforcement officers when necessary and when they need. The Commission has repeatedly found that the conditions faced by immigrants in detention in Africa, including mistreatment by state agents, such as guards and police officers, breaches Article 5 of the African Charter, which we all know is the principal norm providing for the right to dignity for all persons and prohibits torture and cruel, inhuman, degrading treatment. In 2014, the ITC, together with the Association of the Prevention of Torture and the UN Refugee Agency, UNHCR, produced a manual for those with mandates to visit places where immigrants are being held to exercise preventive monitoring and make full reports on conditions faced there. This can be used by supervisory bodies such as the Commission itself, states and national human rights institutions, and civil society to ensure that accurate reporting is done where migrants are concerned and that they are saved from torture. However, the guide goes beyond, and it also calls beyond the preventive monitoring measures. It suggests that these visits can also be used as an opportunity to identify and prepare for release of those who are vulnerable and resourceful migrants who may be easily supported and integrated in communities through alternative means instead. The United Nations Special Rapporteur on Human Rights and Migrants has criticized the introduction of policies of mandatory detention in asylum seekers and other migrants, which have been used in by some African governments. Firstly, some of the reasons have actually been raised in this panel. The fact that the use of detention should be seen as a measure of the last resort. But the overemphasis on enforcement approach also deters refugees from seeking international protection and other migrants from cooperating with authorities in order to avoid the detention or ill treatment. This makes them more vulnerable to exploitation and even to torture by non-state actors. Our IDC report shows that policies of immigration engagement rather than broader enforcement pursued by governments are actually, when pursued by governments, would rather place them better to engage with those who are residing in their territories. In order to properly implement these engagement approaches, governments would need to have in place effective identification and decision-making processes, such as the national referral mechanism, which has been currently used and rolled out slowly in Zambia. It's a program that seeks
which actually which helps the intercepting police officers to be able to direct or refer the immigrants to the relevant government departments where they can get assistance and provision of services that they need. Some excellent examples of case management through national non-governmental organizations and collaboration operate in Tunisia and Kenya. The cross-border examples of functioning case management also increase, and the examples of intergovernmental relations at the SADC level, which has led to very good cooperation on issues of immigration and protection of children, of unaccompanied children in these countries, in Southern Africa, sorry. IDC is greatly encouraged by the increase of alternative care arrangements that has been made for migrant children and vulnerable adults across Africa. These include pilot host family and foster care programs in Libya, whereby vulnerable migrants are placed in local families, and then the government does provide some sort of assistance for the families to be able to meet the needs of shelter and provision of food for the migrants that are kept within these families. These examples of successful alternatives to immigration detention that I have shared here, and many others that have been drawn from 32 different countries across Africa, are all collated in our IDC research, which is titled "They Are Alternative Africa 2018. In the front of the publication, you'll be able to find a guide for policymakers, which was signed by our Honorable Commissioner Maya Fadel, seated in this panel. The report is available in our IDC website also, and you should feel free, please, to access this website and to contact us if you need if you need assistance on how to address how to avoid immigration detention and pursue alternatives to this situation. I thank you for listening. Yeah. Je vous remercie, Dr. Akinaldo. Et notre dernier intervenant est un témoin de tout ce que nous avons dit. Nous avons l'honneur de recevoir aussi un citoyen gambien, M. Mamina Diallo, qui représente la Gambian Returnees from Backway Association et qui va introduire son organisation et partager avec nous son expérience d'avoir fait l'objet de tortures sur la route vers l'Europe. Please. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, Chairperson, for giving me this opportunity to share the little experience I have through this journey. I'm a member of Gambia Returnees from the Backway Association. We were deported back by the Libyan authorities with the help of IOM 2017. April 2017. So for me, I was doing business here, a small-scale business. I never wanted to take this journey. I never wanted to go to Europe with this Backway, but the condition, the system I was living forced me to go, because I was having a small-scale business here, selling food commodities, but the tax they say I should pay, I could not afford it. So the only option I have is to sell this small business and embark on this journey. So the mind I was having, only Europe can make my dream true. Only Europe can help me and help my family. So I decided to leave with a friend of mine. We started having problems from the border between Senegal and Mali. So despite you are having your ID or your passport, you have to pay by and force before you go further. So we started paying. Before we reach Bamako, our money has finished, nowhere to get money. And if you don't pay, they will beat you, no matter what, even if you have your ID or your passport. From Mali,
we decided that now we can go to Algeria, find work, then continue to Libya. So, but we went up to Gao, a place in northern Mali. It was very difficult, very hard. Even to get food, it was a problem for us. So the problem was between Algeria and Mali, we have these militants, the Tuaregs and the Azawad. So the money they will tell you to pay to cross the border to enter Algeria, obviously you cannot afford that money and you cannot get that money. So my boy tell us now, if we go through this way, it's not safe because we don't get enough money and they might beat us and they might kill you. So now we decided to go back to Bamako, take the road to Burkina, to Niger, to Libya. We went through back to Bamako, but the problem is any single or big town, you have to pay money because there is checkpoint from the gendarmerie, from Mali, Burkina. You have to pay by and force. If not, they will beat you or they will put you in a jail, in a cell. And you have to call your people to send money for you, then you continue. So we tried to cross Mali. Entering Mali and Burkina, I was beaten very seriously because my money was finished. So they tell us to pay. So I say, my boy, now there's nothing to left. They will kill me, but where I am going to get the money? He said, okay, now let's leave it to God's hands. Obviously, we have IDs. I thought if you have an ID or a passport, you are not going to have a problem. But they don't consider ID or passport. They will just say you have to pay. So we managed there. One of my friends said, okay, now let's call. If we call, then they send us little money, then we pay. I was beaten very seriously. By the help of God, we proceed to Burkina. We go up to Niger. So Niger, that's Niger. Niger, what is the saddest thing? Many of these West African people, these youths, these migrants, they are stuck there. Their money is finished, no food, no nothing. Even if you have to sleep on a mat, you have to pay. Even if you have to go to toilet, you have to pay. So as a migrant, as an innocent traveler, because you don't cause no crime, you don't cause no atrocities, the only thing is you to go and find a better living, a greener pasture. So from Niger, it's like that. Like Burkina, like Mali. Each checkpoint you have to pay by and force. No matter who you are, Senegalese, Gambians, because there is different nationalities. But you have to pay, or else they beat you by these security forces. The gendarmerie and the police, both Mali, Burkina, and Niger. Because as I say, Burkina, I was beaten there very seriously. I will never forget it for the rest of my life. We managed through to enter Niger. Niger, from Niamey to Agadez, then it's like that. You have to pay. Any checkpoint you have to go, you have to pay. Despite you are having ID. There's no use of ID there, as far as you are not a citizen of that country. Agadez is very hard. It's very dangerous. It's just like Niamey, the capital of Niger, because Africans, you cannot count the Africans who are stuck there. They don't have food, they don't have money, they cannot come back. The only option is for now for them to go through. Either they die there or they go through. And this, what is serious in Agadez, you see these agents, and these agents, any country there is an agent representing there, Senegalese, Nigerian, Gambian, different agents. Then you have to pay them a lot of money, then they take you to Libya. Our way to Libya, the desert is unforgettable. Because the desert, the time I was crossing the desert, it is very, very, very cold. 34 people were put in a single pickup, in a single white pickup, Toyota.
34 people were put onto that pickup. And we have to cross more than 2,000 kilometers of desert with little gari, with small bottle of water, with a spoon and a plate with a 5 liter of water. So if that finishes, it's left to you. Nobody is going to give you him or her water or food. The desert, we go through the desert. For me, 6 days we are in the desert. And when we come to a certain place, the drivers will just tell us, oh, you Africans, you are Jama Africa, you donkeys, just go and sleep there. We all will get out from the vehicle, then we go, we find a place, we sit, the little food we have, we manage, because you cannot eat. Because if you say you are going to eat that food, before you reach where you are going, your food will finish. So you have to manage. The little water, you drink little, then you kept it. 3 nights. On that day, the first day I slept in this desert, it was very cold. You cannot even open your eyes because of wind and dust. On that day, I pray God. I say, God, if you can take this world today, you judge everybody, because this is so difficult and pain. I say, why? Why? What is the problem? What is the difficulties I have in my country to come and face this? But the option is to go, because you cannot come back. You cannot go back. The only thing is to go. People are going. We managed that 3 nights. We enter Libya. Entering Libya also, I was beaten. We were 34 in that vehicle. Malians, Gambians, and Senegalese. These 3 nationalities, we all share in one vehicle. You cannot even sit, because if you sit, they put somebody in front of you, another one in front of that. You sit like that. Then they put sticks beside the pickup. Some will even, without the sticks, some will even die, because you will fall down. And if you fell, obviously, the driver did not care. The only thing he cared is his money. We managed, through the help of God, entering Libya. They catch us when we are caught. So they, instead of, I was thinking that when they caught us, they will say, okay, now where is your documents? They don't see documents. They say, where's your money? You Africans, where are you going? You all want to go to Europe, to Bakwe, we will kill you here. Donkeys. I was even surprised, how can you call a human being a donkey? Because God created him as a human. How can you call him as a donkey, as a human like you? An innocent traveler. Because we don't cause any crime. They said money, telephone. I was having a telephone. I said, when I reach Libya, I will sell that telephone, then buy credit, call my people, let them help me with some money. So they took everything what we have. They beat us also, because there is 2 boys, they are Malian. They beat them severely. So by help of God, there is one soldier there. I say, okay, these people are poor. If you say you are going to catch these people here, you are going to disturb them, because they didn't have any money to pay. Just take their things and leave them. So they say, okay, now they took everything. But if you see my face, I cannot even take little water and put it in, rub it on top of my face, because everything is spoiled because of the wind and the cold of the Sahara. Imagine more than 2,000 kilometers. You are sitting on the back of a truck, pickup truck, without comfortable, without good food, with insult. Because sometimes we are not fitting in that pickup. But the driver, when we quarrel, we start to fight on top of that pickup. The driver will stand. The sticks that we put beside the pickup, he will just take one stick and start to beat us. So obviously, everybody will run and scatter. And he will insult, you Africans, you donkeys, you will die here. You say you are going to Libya to go through this Mediterranean, you are going to die. By the help of God, we are out from there, that entering Libya. I went to a place called Sabah. Sabah, even if you are in Agadez, your agent say, I have an agent at Sabah, you will say no, because Sabah is the most dangerous place, is among the most dangerous place in Libya. Through entering Sabah, we don't realize the agent and these Arabs, they sell our pickup. So we came to a place like just an open place. They just come and put us there. They say, okay, now you don't pay, and you have to pay. Anybody don't pay, you are not going out. So we say, wow, how can you say we don't pay? And if you don't pay, you are not, they will not put you on a truck
and bring you to Libya. But because you are afraid of casting your right, if you talk much, they will beat you very seriously. So we say, okay, no problem. Now we say, how can we, now let him help us. We call the agent from Agadez. Then we help us, we call the agent. We say, okay, now you tell us we don't pay, and we pay. He tell us, okay, now I will arrange that, no problem. Then he arranged with the driver. Then they leave us. From Sabah, first day I enter Sabah. If you see how blacks were maltreated in Sabah, if you see how they are beaten in Sabah, if you see how they hold them in Sabah, you even cry. Because number one, as an African, as a black man, you are nothing. Even when they take you to work, even if they don't pay you, they say, okay, a slave. Even if you don't pay a slave, there's no sin on that. I myself, I say the monies I work in Sabah, if they pay me that money, but obviously no, they will say, okay, you are donkeys, no need to pay you, just go back. So we manage through family help from Sabah to Tripoli. Because if you think that, okay, now if you enter Sabah, it's okay now. But Sabah is, from Sabah to Tripoli is another problem also. Because you have to enter Benwali. And Benwali is the most dangerous place if you are entering Tripoli. They build these prisons in the desert. When these agents, they pay the Arabs for them to take these people to Tripoli, they will come up to Benwali. Now they will put them, if any combat come, that's the convoy, when any convoy come, they will just put them in a big place like hall, and they will start to search you people. They will search you. On that day, I was take up all my clothes, naked. Even if you are an elderly person, 60 or 70 years, they will say, hey, why you came here? They will take out your clothes nakedly, like the way you were born on the first day. They take our clothes, they take everything. So they say now, what is the most worst thing is, they will divide the convoy. They will sell the half to another Arabs. You go and work at the desert, minimum of 1 month or 2 months. The other half, they will take you to Tripoli. So if you are not lucky, you fall on the people, those who are sold there for 2-3 months. And every day you eat once. They will beat you, little water with little food, every day. By help of God, I was not among the people they sell from Benwali to Tripoli. So help of God, I entered Tripoli. I was staying at Girigaras for 2 weeks. Libyan army attacked Girigaras. They say, blacks, you spoil our country. We have to take you back. I was sleeping on that day. The first bullet I had on the main gate, the first bullet I had at the main gate, I was sleeping. I heard people shouting, hey, there's an attack, there's an attack. Now everybody panic, everybody is confused, you don't know where to go. Because obviously, if you go out, you try to run, they will shoot you, no matter who you are. Because on that day, I see 2 people, they shoot them. They shoot them. And they don't even care. So I say now, if I run, they will kill me. So it's better I save my life. Let me just stand. Whatever is going to happen, is going to happen. So then I stand. They catch us, they put us on the ground. More than 300 people, Senegalese, Gambia. The most suffering people are there, the West African people. From Nigeria to Bamako, Gambia, Senegal, Burkina Faso, Ivory Coast. We suffer a lot. They put us on the ground with this Libyan military heavy armor vehicle. We are taken to the Kobri. They search everybody. Single penny, they will take it from you. Then they take us to another Libyan barracks. When they take us there, more than 300 people, every person, they will search, they will put at you naked. When the man say, okay, take out this, I said, no. He just slapped me. I take out my shirt, my trouser. I said, the boxer, he said, take out everything, you donkey animal. Sub, Jama Africa, La Inter Muskela. I took out everything. Even if you have 60 years, they are going to put you nakedly. So they say now,
there's no option. They charge us, they take us to the prison, that prison called Bruce Lim, inside Tripoli. So now, the only option is they say, if anybody, what they say, if you don't agree to what they say, you are going to be punished. And every day they beat us in the morning. Every day. Every single day. We spend there 3 months. Then the help of IOM, International Organization for Migration, I say big thanks for them, clap for them. They are the people who save our life. IOM, if I told there is no IOM, we will die there. Because they tell us, here is our country. You people came here. Anybody do something, we kill you. Nobody can do anything here in Libya. It's our country. IOM came, they bring food for us, medication with this medical NGO, MHS France, how to call it in English. They are working with IOM, they bring medicine, they check the sick. So then they say, okay, now, we cannot let you out, but if you want to go home, we will help you. Then obviously, we say that now. What can we do? Because it's rather you go home, you die here, because we are not going anywhere. So you die there as a young age, as an innocent traveler, for seeking greener pasture. It's very sad. So the only thing is now, we can go back home. We say now, if we go back, what are we going to do? We are not going to sleep, because we see people, the suffering and the pain. Because many, Libya, they have more than any prison, any country in this earth. Some are locked there inside homes. If at all God did not help them, still they are there. And I say 10 to 15 years to come, Africans, even every 2 months, they have a flight to bring out their people. Still, they cannot be finished, because the Africans who are in Libya is too much. It's too much. Different nationality. From the edge of Africa to the down of Africa. So we came back, we said now we cannot sit, because we cannot sit here and see our people dying. We have to stand and go out to the people. We are engaging in this awareness raising about irregular migration. And we want support and partners to help us before our people will end up dying in this Sahara, in Libya, in this Mediterranean Sea. It's very sad, it's very painful. Let them help us. Because some go without information. But at least, if they have the information, we can make it in Africa here. We can make it here, we develop Africa. Because if all youths went to Europe, who is going to develop Africa? Who is going to secure Africa? Thank you very much. Sorry for the time. Merci, Monsieur Mamina. Donc, nous avions là un témoignage poignant de la jeunesse africaine sur ces routes de la mort, de la migration irrégulière. Je ne sais pas, Madame la Présidente, si vous voulez ajouter un mot? Non. Bon, le débat est ouvert. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce témoignage est poignant. Le sujet est très important. Personnellement, j'aurais voulu qu'on aurait alloué une matinée ou une journée au sujet, parce qu'il est vraiment très important pour nous, Africains. Je voudrais faire moi aussi petit témoignage. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, et des recommandations pour la Commission africaine. En ma qualité, pas seulement du président du mécanisme national de prévention de la torture de Mauritanie, mais en tant que premier chercheur arabe et africain à travailler au Collège de défense de l'OTAN, après bien sûr une sélection parmi tous les pays arabes et africains pour qu'un chercheur africain arabe travaille au Collège de défense sur un sujet de commun. J'étais en ce temps-là vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Mauritanie. Et quand j'ai reçu l'appel à candidature à disséminer entre les différents centres et facultés de recherche, je me suis demandé, c'était en 2000,
quel sujet d'intérêt commun entre la Méditerranée du Nord et la Méditerranée du Sud, c'est-à-dire l'Afrique et l'Europe. Et en ce temps-là, j'avais pensé à l'immigration. Je voudrais dire que l'immigration, c'est un droit. Les immigrés ne sont pas des criminels, comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président. Il y a un problème qui est traité comme problème de sécurité, mais c'est plutôt un problème socio-économique, mais qui devient de plus en plus un sujet sécuritaire. Pour parler de ça, je voudrais... il y a tellement d'histoires vraiment... Si, par exemple, les jeunes qui nous viennent de nous raconter cette histoire, chacun de nous va se dire, mais pourquoi ils continuent à parler, continuer à vouloir aller s'ils vont dans ces conditions? Mais je vous dis qu'il y a encore de plus en plus de jeunes africains qui veulent aller dans ces conditions et même des conditions pires. Je vais vous donner un petit exemple. Un bateau où il y avait 400 immigrés et quand ils approchaient les frontières italiennes, les gardes-frontières les ont encerclés dans des bateaux, de petites pirogues très rapides. Et qu'ont fait les immigrés? Les mamans ont commencé à jeter leurs bébés pour que les gardes-frontières, à cause de la loi internationale, non-assistance à personne en danger, plongent pour aller récupérer les bébés. Et en ce temps-là, le bateau a eu prendre le large pour prendre la fuite. Ma question est la suivante. Si une maman arrive à jeter son bébé pour aller en Europe, sachez que rien ne va l'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Personnellement, j'ai 2 recommandations pour ne pas prendre beaucoup de temps. La première, c'est que la Commission africaine doit faire de la sensibilisation et utiliser ce genre de témoignages pour les jeunes Africains pour qu'ils ne se mettent plus dans ce danger pour aller. Mais aussi, l'intérêt est tellement important pour eux qu'il faut plutôt travailler avec nos partenaires européens, nous, Africains, les États partis, pour avoir des contrats saisonniers. Les Africains ne veulent pas du regroupement familial en Europe. Ils ne veulent pas rester là-bas. Ils ne veulent pas amener leur famille là-bas ni leurs enfants. Mais ils veulent travailler pour avoir légalement, pour avoir de quoi vivre. Si nous avons des contrats saisonniers d'1 année ou 2 ans, et les gens vont légalement, font un peu d'argent et retournent, ouvrent une boutique en Gambie ou à Nouakchott ou à Dakar ou quelque part, ils n'ont pas besoin de rester en Europe. Mais pour cela, il faut que nos États mettent vraiment dans leur politique des contrats et garantir l'arrivée de ces immigrés et le retour dans le pays. Je pense, et il est prouvé dans toutes les recherches que les Européens ont besoin de plus en plus d'immigrés parce qu'il y a beaucoup de travaux que leurs enfants ne font pas et ils font appel aux nôtres. Il y a un autre problème aussi qui est très important. On se retrouve, je termine, Monsieur le Président, nous, Africains, on se retrouve en train de financer l'éducation pour l'Europe. Ça veut dire quoi? Nous envoyons nos enfants sur le compte de nos États, ils font leurs études jusqu'au doctorat, ils restent là-bas en tant qu'immigrés pour laver les vaisselles, pour faire, alors que nous avons besoin ici d'eux en tant que médecins, en tant que docteurs, mais ils préfèrent rester là-bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. بداية أود أن أتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة ولكم وللمفوضة مايا سحل على اختياركم لهذا الموضوع لهذه الندوة. وهناك بعض القضايا التي أثارها المتحدث الأخير من جامبيا عن تجربته المريرة التي مر بها، وأعتقد أن هناك عدة دروس مستفادة هو انتهى إلى أحدها أو أهمها في النهاية، وهو ضرورة بقاء الأفراد في بلدانهم، لأنه بدون سواعدهم لن ترتقي بلدانهم ولن ترتقي قارتنا الحبيبة. ولكن وراء كل هذه المآسي والتجربة التي مر بها أرى أن هناك 3 أمور رئيسية.
أولا ضرورة معالجة جذور المشكلة. ما الذي يستدعي من أي فرد أن يفكر أصلا في الهجرة بطريقة غير رسمية؟ وهذه نقطة هامة يجب أن تكون محور الحديث. فلو أن هذا الشخص الذي شارك أمامنا اليوم واستمعنا إليه وجد فرصة العيش الطيب والتنمية وما إلى ذلك في بلده لما فكر في ذلك منذ البداية. ولكن بالطبع أحلام الغنى وأحلام الحصول على المكاسب المالية التي ربما صورها له البعض وهو لا يدري بمدى حقيقتها هي التي جعلته يفكر في هذا الاتجاه وغيره من الشباب. هذه هي النقطة الأولى، معالجة جذور المشكلة ورغبة الأفراد في مغادرة بلدانهم وتكبد أي مكان من المشاكل لتحقيق هذا الهدف. ثانيا، المسار الذي قضاه في رحلته، وهو إن كان تحدث عن المشاكل التي واجهها في كل نقطة في خلال الرحلة، إلا أنه لم يحدد تماما الأشخاص الذين تعرضوا له. في بعض الأحيان ربما كانوا أفرادا من السلطات في الدول المعنية، وفي بعض الأحيان لم يحدد ذلك. المشكلة التي يواجهها كل من يمر بمثل هذه التجربة هو أنه قد يتعرض إلى عصابات تهريب البشر، ومن عصابات تهريب البشر التي تعرف تماما طريقها نجد بعض السلطات وبعض أفراد السلطات في الدول قد يكونوا ضالعين مع هذه العصابات، كما وجدنا الحال في قصته التي ذكرها. في بعض الأحيان لا يتعرض الذين يطلبون الهجرة فقط إلى التعذيب والضرب والإهانة وغير ذلك من وسائل كلها تقع تحت تعريف التعذيب بدون شك، ولكن أيضا قد يتعرضون إلى التجارة في الأعضاء البشرية. فبعضهم قد يطالب في بعض الأحيان بتقديم كليته أو جزء من أعضائه الداخلية حتى يتمكن من الاستمرار في الرحلة. ونجد بعض العصابات التي قد تعترض الطريق والتي تسيطر على هذا المجال تدفع في هذا الاتجاه. أحيانا يطلبون من الشخص إذا كان يسافر معه أحد ذويه أن أحدهم يتبرع أو يقدم أحد أعضائه، وإلا فإنهم سيقتلون الآخر. وهذه كلها مشاكل نجدها لدينا في مجتمعاتنا للأسف. الدافع في النهاية هو نفس النقطة التي بدأناها، وهو حلم الربح السريع الذي بدأ عند الفرد الذي يفكر في الهجرة، غير عابئ بالمشاكل وغير واع لحقيقة المشاكل التي قد يواجهها. النقطة الثالثة التي أود أن أيضا أنبه إليها هي عند التعامل مع قضية الهجرة والتعذيب بصفة عامة، فإنه لا يجب فقط أن نأخذ بعين الاعتبار ما يصدر من بعض الأفراد الذين يشتغلون مع السلطات المحلية كممثلين رسميين للدولة، وإنما يجب أيضا أن نأخذ وأن نحاسب ونطالب بمحاسبة الضالعين من عصابات تتولى عملية التسهيل مثل هذه الهجرات غير الرسمية، والتي تتاجر ليس فقط بأجساد البشر وإنما أيضا بعقولهم. وشكرا جزيلا. عندي قائمة ب4 متدخلين، فأطلب وأرجو كل المتدخلين والمتدخلات أن لا يتجاوزوا 3 دقائق. دقيقة ونصف. Alors, I give the floor to the Prisoners Rehabilitation
and welfare action. Chair, thank you very much for this opportunity. My name is Uju Agomo. I'm for Prisoners Rehabilitation and Welfare Action, Nigeria. I just wanted to say that hearing the testimony that all of us heard is indeed very touching as an African. And then I ask myself, when we hear stories like this, what do we do with these stories? These are the kind of stories that need to be out there so that individuals can really hear what happens outside so that they don't dare go into this. So I believe that we should spend more time in terms of preventive mechanism. Number two, I also think that there is a commitment that Africans need to make, especially the leaders in our various countries, to make our homes, make our states more conducive to many of our young people so that we can prevent things like this. I would hope that the Commission can set up mechanisms whereby when state parties come to send their reports, they should also tell us what are those things they have been doing to prevent some of these stories that we're hearing. What are they doing to also help in terms of the integration of those people who are sent back? They need care. They need psychological intervention. They need, of course, economic intervention and assistance. But more importantly, the violations of their rights in places of detention are something that as Africans we should really say no to. Finally, I am believing that the request that was made by saying that the African Commission should go and sensitize Africans, I believe that more of that should be done by non-governmental organization, by government in the various African countries, and also by national human rights institutions. But this is a very critical problem. Please, I just pray that we should not leave this room just taking it as business as usual. We should be all angered enough to want to do something. This must stop. Okay. Yes, for us in Sierra Leone, this is becoming very difficult for us because there are lack of jobs in Sierra Leone, and the poverty is in the increase. So the government take the workforce, the young people to go and work in Libya, to go and work in other countries. And so because of those movements, our young people are easily recruited. So I was engaged in a campaign to ensure that these people are aware of what happens out there. And we had a similar story like this of our brothers, which he has stated. And that story was also thrilling. And when we presented that during our campaigns, all of the youth were crying because they are not well informed of what is happening out there. So I think states should take this information and share it out to all of the people that are involved so that the young people knows that when they move their feet to go out of their countries, they are going to suffer, they are going to die. And especially like for Sierra Leone, I will say they should sign some memorandum of understanding for those countries who are requesting for workforce or labor people to go and work in their own country. They are not signing proper documents. They are just signing memorandums that are not helping the young people. So I would say states should ensure that if any of these agencies exist in their countries, they should monitor them. They should ensure that they sign proper MOUs that will protect their citizens. I thank you. تحية حقوقية. نشكر اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على هذا الموضوع الذي نعتبره موضوعا مهما وعنده ارتباط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الهجرة نعتبرها نتيجة انتهاك تلك الحقوق في العديد من البلدان الأوروبية. مع الأسف المقاربة التي تعالج بها الجمعيات الإفريقية موضوع الهجرة مقاربة أوروبية في الوقت الذي تتحمل فيه الدول الأوروبية الجزء الكبير من مسؤولية الهجرة نتيجة الأعوام من الاستعمار. لذلك فنحن نؤكد على اللجنة تركيزها على ضرورة إلغاء ذيول العالم الثالث من طرف الدول الأوروبية وتغيير المقاربة الأمنية بدعمها للعديد من الأنظمة الدكتاتورية بالأسلحة وبالدعم اللوجستيكي وتعاونها مع مجموعة من الدول لكي تصبح شرطيا لأوروبا. لذلك فنحن نعتبر أن الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية كبيرة
في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأوروبية، وكذلك الأوضاع السياسية والمدنية، وتسترها على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من الدول الإفريقية، ودعمها لأنظمة ديكتاتورية مقابل أن تلعب دور دركي لأوروبا، كذلك دعمها للعديد من النزاعات المسلحة وبيعها للأسلحة مقابل تدهور الشيء الذي يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان. ولذلك فنحن ندعو اللجنة إلى مقاربة أخرى مع الدول الأوروبية عبر مطالبتها بإلغاء ديون العالم الثالث ودعمها لمقاربة اقتصادية واجتماعية للقضاء على الهجرة من منابعها، وعدم استمرار في التعامل مع الدول الإفريقية كمنبع للثروة ومنبع لليد العاملة الرخيصة، حيث أننا في المغرب وبحكم احتكاكنا مع أوروبا نلاحظ حتى أن المراقبة الأمنية من أوروبا تقل عندما تحتاج الشركات الفلاحية الأوروبية لليد العاملة الإفريقية، وتتساهل بشكل كبير مع تدفق أعداد المهاجرين، وبالتالي فالمقاربة الإفريقية لمطالب الهجرة يجب أن تتغير وفق منظور اقتصادي واجتماعي. وتحية حقوقية، وشكرا للجنة على اختياري على هذا الموضوع المهم. شكرا للأخ إدريس، وقد أعطيت الكلمة للإصغاء إلى وجهة نظر الإخوة المغاربة، رغم أن المملكة المغربية الشقيقة لم تصادق إلى حد الآن على الميثاق. Please, I have more and more speakers and نحن كمجتمع مدني ليس علاقة لنا بالحكومة، هذا موقف المجتمع المدني المغربي وموقف الحكومة يبقى المغاربة يكون على رؤوسنا. وشكرا. ونحن كجمعيات مجتمع مدني فخورون بالعودة إلى الحوض الأفريقي، ونطالب الدولة المغربية من مدة طويلة بالرجوع إلى الاتحاد الإفريقي الذي نعتبره عمقا إفريقيا مهما، ونعتبر جميع الأفارقة إخواننا ورفاقنا في النضال الحقوقي. شكرا. Merci beaucoup. Je vous remercie pour m'avoir accordé la parole et pour avoir évoqué cette problématique de l'immigration de la jeunesse vers l'Europe. Je pense que pour les INDH, le rôle que nous avons joué pour encadrer cette jeunesse, c'est cette sensibilisation permanente de la jeunesse, leur montrer que d'abord, il faut que les États membres où ils viennent font la création des écoles de métiers et qui fassent des sensibilisations pour essayer d'encadrer cette jeunesse d'une façon permanente et savoir jouer le rôle, cette responsabilité-là des États pour amener la jeunesse à prendre la conscience du patriotisme. Autre chose, c'est que nos États, nous en tant que membres de Commission nationale des droits de la personne, il faut que dans notre travail quotidien de sensibiliser, il faut qu'on prenne aussi le bâton à main pour pouvoir sensibiliser cette jeunesse à pouvoir faire des emplois, créer des emplois, faire des écoles professionnelles qui vont leur aider à prendre en charge leur vie, leur destinée. Je vous remercie. Je vous remercie pour la brièveté de votre intervention. Madame l'honorable commissaire Lucie. Listening to our friend from the Gambia, I have a lot of concerns. In fact, I'm really worried. My question is, after listening to the advice given as to the role the state can play, principally by making available this testimony to the other youths, I ask who the youths will believe in. Will they believe in the state? Or are they going to believe in their friends who come back even after this suffering? Our friend here sitting, if he had succeeded in getting to wherever he was going to after all the beating, I don't think he would have sent any message back home to say, please don't come. It's very rough. He wouldn't. That's the truth about it. Why am I saying so? Because I have a personal experience, very personal. A goddaughter of mine decided to go to one of those places. When I asked the conditions, she was going to Malaysia. I told her, my dear daughter, you are going to be either
a prostitute or one of those things, it cannot be a regular route. He said, Mommy, no, my friends have gone. She believed in them and went, after roaming around for 4 years, from Malaysia to Turkey to South Africa to everywhere, she came back to Cameroon with a baby. We don't even know where the parents are. So they don't believe. When you have a dream, you lose your brains. When you have a dream, as he said, he had a dream, they lose their brains. Maybe we need to work with the diaspora, those who have been there, to come back and tell the story. And not to come back with false impression, because they come back with old cars. You don't even know where they got the cars from, whether they were stolen, whatever they have been doing, whether they have been victims of all sorts of, I don't want to call those names of things that happened there. I was waiting for you to tell us one of those stories of things that may have happened, but you didn't go to that length. Many funny things happen. Sexual abuses and all the rest. They trade themselves in order to survive. Will they come back and tell us those stories so as to discourage the others? Once you have gotten there, they will not. And the youths here will rely on their stories, on the flashy pictures they come and give when they come back home, rather than believing in the governments. The governments do everything to bring them home. Like in Cameroon, recently so many have been brought home through the state. But I wonder whether it's going to stop the rest from going, because those who are already there will not come back and tell us the truth of what is happening to them. So thank you. Thank you, Honorable Commissioner. The last speaker will be Miss or Mrs. Florence Madio. I think desperate people take desperate measures. We've been discussing this week about corruption and its effect on the continent. And this, I believe, is the result of corruption. Many of our states are not growing their economies. The money that we receive from donors, we are not using it for the purpose that we said we want to use it. And therefore, our people and our young people end up taking desperate measures. So instead of us blaming the people for going out and seeking alternatives, I think if you stay in your country, you will die. And if you go elsewhere, maybe you will survive. You will take that route. So I think the biggest thing for us is to deal with corruption within our member states. The other thing is that we've forgotten the fact that this is a young man. What if it was a young woman? The journey that she would have taken would have included sex trafficking. It would have included sexual violations. So we need to stop blaming young people and saying we sensitize. Sensitize what? Build our economies. Make sure our young people get the jobs they deserve. Make sure our homes, our countries are places where young people can thrive. And then we can start blaming young people. But let's not start blaming young people when we are stealing the money that we should not be stealing from our own countries. Thank you very much. Je vous remercie. Merci commissaire et merci à la commissaire Maya. Je pense que ce genre de panel est utile et il faut qu'on pense à l'intégrer certainement à nos activités ou véritablement, parce que là l'espace en réalité réunit tous les acteurs, les pays, les institutions nationales des droits de l'homme, les institutions intergouvernementales, les partenaires et la Commission africaine. La Commission a été interpellée, qu'est-ce qu'elle fait? On est dans l'élaboration de normes, adoption de normes, mais également on a des mécanismes qui s'occupent de cette thématique avec d'autres partenaires, avec d'autres experts. On conseille les États, on leur donne des orientations, mais comme vous le voyez, c'est un problème complexe. Il y a ceux qui pensent qu'il faut sensibiliser, ceux qui pensent que même en sensibilisant, ça ne sert à rien. Il faut continuer peut-être à assainir les économies de nos pays et essayer de créer des conditions pour que les jeunes puissent avoir du travail chez eux et qu'ils puissent effectivement, parce que ce qu'ils font en Europe là-bas, quand on les voit balayer la route et les rues, ce n'est pas ce qu'ils attendent de leur pays ici à l'interne. Donc je pense qu'il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer avec élaborer des normes, il faut que les États respectent aussi ces normes-là, les textes, mais il faut effectivement renforcer les droits socio-économiques des jeunes et penser effectivement à les intégrer dans toutes les dynamiques
d'accès à l'emploi, même la sensibilisation, ils doivent être intégrés à la sensibilisation. Et je crois que la sensibilisation, effectivement, doit accompagner toutes les actions des États, mais que les États entre eux-mêmes, parce que quand on voit les expulsions d'un État africain à un autre, quand on voit la corruption sur tous les corridors, alors que la CEDEAO, tous ces pays que ce jeune a traversés font partie de la CEDEAO, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est quand même effrayant de voir à quel point il n'y a pas de mécanisme de contrôle, il y a une corruption au niveau même des services de contrôle qui devraient pouvoir protéger les individus. Et la circulation, en principe, dans ces pays est complètement libre. Donc, il y a beaucoup de complexité par rapport à ce thème-là. Et je pense que ce que nous avons eu comme feedback va effectivement nous aider à peut-être élaborer encore mieux, avec beaucoup plus de temps, cette même thématique. Sur ce, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous demain à 9h. Merci.